Faut-il se méfier de l'intelligence artificielle en ce qui concerne l'actualité? Dans quelle mesure nous pouvons l'utiliser et faire confiance à l'intelligence artificielle pour nous informer? Quelles sont ses capacités? Quelles sont ses limites aussi? Va-t-elle nous remplacer tout simplement? C'est la question qu'on se pose sur France Info. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste et créateur du podcast Monde Numérique. Merci d'être avec nous. Éléonore Bailly, notre spécialiste des questions de société, nous a rejoints également. Bonjour Éléonore, vous allez nous éclairer sur les chiffres aussi de l'intelligence artificielle. Et Alexandre Geffen est avec nous à distance. Bonjour à vous, chercheur au CNRS et auteur de Vivre avec ChatGPT. L'IA aura-t-elle réponse à tout? Aux éditions de l'Observatoire. Merci également d'être avec nous. D'abord, retour peut-être sur ce qu'est l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne. 3 informations pour tout comprendre avec Nicolas Châteauneuf. Toutes les plateformes d'IA sont basées sur des modèles mathématiques complexes, avec des milliards de paramètres. Elles ont besoin d'être alimentées avec des données pour s'entraîner. Notre première info, c'est que la version la plus simple de ChatGPT a nécessité un volume de données équivalent à 300 milliards de mots. Ces données proviennent souvent d'Internet, des images, des textes, des études scientifiques, des vidéos. Mais pour entraîner les IA, il faut aussi des processeurs informatiques. C'est notre deuxième info. Ces processeurs sont ceux de cartes graphiques ultra puissantes. La plupart des IA génératives actuelles nécessitent pour leur entraînement près de 25 000 cartes graphiques reliées entre elles, dans de gigantesques serveurs avec des réseaux à très haute vitesse, gourmands en énergie. Enfin, pour faire tourner tout cela, il faut des humains. Notre troisième info est plutôt rassurante, sans nous, pas d'IA. C'est bien l'humain qui écrit les modèles, construit l'architecture informatique, fournit l'énergie et les données. Et surtout, les humains encadrent les IA pour éviter qu'elles répondent à certaines questions. Par exemple, comment fabriquer une bombe atomique dans mon garage? Bref, l'humain est encore indispensable à l'IA. La grande question, c'est jusqu'à quand? Et oui, jusqu'à quand les assistants de l'intelligence artificielle ne sont pas des sources d'informations fiables? C'est ce que nous apprend en tout cas une étude qui est sortie hier et à laquelle ont participé nos collègues de Radio France. Elle révèle que 44% des réponses générées par l'IA sur des contenus de Radio France contiennent au moins un problème significatif. L'étude a été faite notamment sur ChatGPT, sur Copilot, sur Perplexity et sur Gemini. C'est ce dernier d'ailleurs qui a le plus de problèmes, des problèmes sur la façon dont notre contenu, celui de l'audiovisuel public, est utilisé. Il est souvent déformé. Est-ce que ça vous étonne, Jérôme Colombin, déjà? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on sait depuis le début que l'intelligence artificielle, ChatGPT en particulier, n'est pas une source d'information fiable. C'est pas un moteur de recherche, même s'il s'est considérablement amélioré. Et même s'il utilise les moteurs de recherche, les articles qui Absolument. sont sur Internet? Oui, mais voilà, on peut expliquer techniquement pourquoi, en réalité, ça se passe comme ça. D'abord parce qu'il y a des problèmes inhérents aux moteurs de recherche, enfin aux chatbots d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les hallucinations. Comme il est basé sur de la statistique, de la mathématique, etc., il fonctionne par pourcentage. Et parfois, le pourcentage de réponses vraies est très faible, mais lui, il va s'en contenter et il vous répond n'importe quoi. Ensuite, il y a un autre problème qui devient un véritable problème. C'est celui d'une forme de pollution du web, d'une pollution par des faux sites d'information ou des sites de fausses informations. Il y avait un reportage très intéressant il y a quelques jours sur France Info qui expliquait justement ce phénomène des faux sites, notamment d'actualité locale, qui sont truffés de véritables informations, mais également au milieu, vous avez des fausses infos. Au début, ces choses-là ont toujours existé sur le web. Au début, c'était des petits rigolos qui faisaient ça, puis c'était des escrocs, ou en tout cas des entrepreneurs sans vergogne qui faisaient ça pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, ce sont des États. C'est la Russie, principalement, et désormais la Chine. Nouvelle forme d'ingérence. Exactement, dans des objectifs de déstabilisation. Et l'une des conséquences, c'est que les IA qui vont chercher de l'info là-dessus, elles se trompent. Effectivement. Alors, dans les exemples, dans cette étude qui est sortie hier, par exemple, qui ont été pris pour répondre à une requête qui a été demandée donc à l'IA sur la polémique autour du salut nazi d'Elon Musk. Vous vous souvenez de ce geste du milliardaire américain? Eh bien, Gemini a utilisé une chronique satirique de France Inter qui s'appelle donc Charline explose les faits comme une source d'information sérieuse. C'est aussi ça le problème, Alexandre Geffen, c'est que finalement, l'intelligence artificielle, elle n'a pas encore de second degré pour se comparer aux humains.
Alors, il y a effectivement un problème qui consiste à utiliser des IA pour des choses pour lesquelles elles ne sont pas faites, en fait. Une IA n'est pas faite pour se documenter en temps réel sur l'actualité. Elle est faite pour synthétiser de grandes quantités de documents. Vous rappeliez dans votre petit reportage qu'elle s'entraîne sur des données anciennes. Et je crois qu'elle a un effet d'autorité, on lui fait confiance, elle donne des textes parfaitement faits, mais elle n'est pas capable de faire le départ entre de l'ironie et quelque chose qui va être beaucoup plus fiable, une bonne source d'information, une mauvaise source d'information. Pour le moment, elle le fait très difficilement. Donc je crois que l'erreur, ça serait de lui demander en fait de se renseigner sur l'actualité brûlante, vive, alors que en fait, elle peut nous aider beaucoup à comprendre l'actualité en nous donnant du recul. Par exemple, si on lui demande une information sur le gouvernement de Cornu 2, elle ne va pas être très bonne. En revanche, si on demande de faire une histoire de l'usage au 49.3 dans la Ve République, de donner un petit peu de recul, là, elle va être très bonne, elle va contextualiser, elle va vulgariser, elle va nous rendre une synthèse qui va être remarquable. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut utiliser, et les journalistes doivent aussi utiliser comme cela. Effectivement. En tout cas, c'est vrai qu'avec ce genre d'utilisation sur l'actualité très chaude, et vous nous le déconseillez, on comprend bien pourquoi, eh bien, ça peut nuire aux réputations aussi de Radio France, par exemple, ou de certaines chaînes, puisqu'il source à chaque fois en citant d'où il a extrait, effectivement, l'extrait. Donc, on peut, nous, aller voir, mais si on ne fait pas ce travail derrière d'aller voir sur Radio France que c'était une chronique satirique, on n'a pas l'information complète. Et c'est d'autant plus inquiétant, Éléonore, que ces requêtes qu'on formule auprès de l'intelligence artificielle, elles sont toujours plus nombreuses. Absolument. On a comptabilisé un peu plus de 3 milliards de demandes tous les jours auprès de l'intelligence artificielle générative. 3 milliards et demi, plus de 3 milliards, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le temps qu'il fait, ça peut être la longueur de vos jambes. Tous les jours qui arrivent. On se pose des questions surtout. Absolument, tout ce qui nous passe par la tête, on le demande. Et l'intelligence artificielle générative répond à toutes les questions possibles. On est un tout petit peu en dessus de ces moyennes. Au niveau de la France, 46% de Français utilisent l'intelligence artificielle générative régulièrement, voire très régulièrement. Ce sont les hommes qui l'utilisent le plus par rapport aux femmes. Et cet usage, en fait, il est de plus en plus fréquent. Plus on est jeune, plus on l'utilise. Et surtout, ça ne fait qu'augmenter. Jérôme Colombin, comment encadrer cet usage ? Qu'est-ce que vous conseillez finalement ? Il y a deux dimensions. Il y a ce que peut faire l'IA et ce que nous, on doit faire et ce qu'on peut faire. Ce que peut faire l'IA, c'est est-ce qu'elle va s'améliorer ? La réponse est oui. Elle ne cesse de s'améliorer. Rappelez-vous de ChatGPT au début, on rigolait encore plus de toutes les boulettes qui nous sortaient, des réponses qui nous sortaient. Les œufs de vache. Voilà, les œufs de vache, etc. Ça s'est quand même considérablement amélioré, mais parce qu'en plus, au début, ChatGPT, comme d'autres, n'était pas connecté au web. Aujourd'hui, il l'est. Donc, il va chercher ces informations dont vous parlez. Et ensuite, du côté utilisateur, mais le problème, c'est ce qu'a dit votre autre invité, c'est que c'est la confiance. C'est qu'on lui accorde trop de confiance. Et en même temps, ce serait dommage de ne pas utiliser ces IA-là, alors pour plein d'autres choses, mais aussi pour aller chercher de l'information. Mais c'est vrai que sur les informations brûlantes, les informations de dernière minute, il n'est pas très bon. Et parce qu'il n'a pas encore de contenu aussi. Non, mais ça, on peut, oui, mais on peut penser que ça va s'améliorer. On peut penser que ça va. On est dans une course où tout va toujours plus vite. Enfin, ces modèles s'améliorent toutes les semaines et on va trouver demain la puissance pour aller se mettre à jour en temps réel, ou quasiment en temps réel. C'est étonnant d'ailleurs parce que dans l'étude que vous citez au départ, donc il est question de ChatGPT, Perplexity, Copilot et Gemini, et on ne parle pas de Grok. Grok qui est un petit peu l'enfant maudite puisque c'est l'IA d'Elon Musk qui est connecté à X, le réseau social Twitter, mais qui s'en le souffre. Du coup, on s'en détourne un peu, sauf que sur l'actualité, c'est quasiment le meilleur. Au doigt mouillé, c'est le meilleur, paradoxalement, parce qu'il est sur X qui est aujourd'hui encore le média de l'instantanéité, beaucoup plus que le web. C'est pas le média de l'opinion en ce moment, X ? Oui, mais c'est aussi, bien sûr, c'est le média de l'opinion, c'est le média des extrêmes, ce sont des torrents de boue bien souvent, mais c'est là où l'info va le plus vite. C'est un France Info bis, si je puis dire. Et avec moins de rigueur et moins de vérification, fort heureusement pour nous. On est bien d'accord. Mais sur la réactivité, du coup, Grok est très très bon. Donc ça va s'améliorer. Mais surtout, nous, il faut qu'on fasse attention à nos pratiques. Il ne faut pas qu'on fasse trop confiance, surtout pour l'instant. Et il faut se dire que tout ce qui sort de ChatGPT n'est pas parole d'évangile. Il faut être éduqué finalement à cette intelligence artificielle. D'ailleurs, qui l'utilise ? Puisque ce sont surtout des jeunes hommes. Absolument.
Absolument. Si on veut faire un portrait robot du Français qui utilise l'intelligence artificielle générative, on dirait que c'est un homme, qu'il est jeune, qu'il est plutôt urbain et qui travaille dans le tertiaire. Donc, dans le détail, effectivement, les femmes l'utilisent moins que les hommes. Plus on est jeune, plus on se connecte à une intelligence artificielle générative. Avant 35 ans, ils sont 72% des Français à le faire. En revanche, après 65 ans, là, ils ne sont plus que 19%. On peut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on demande le plus à l'intelligence artificielle. Et bien souvent, on confond d'ailleurs avec un moteur de recherche. On lui demande ce qu'on demande à Google. Et ça, c'est le top de ce qu'on demande. Ensuite, ce qu'on lui demande beaucoup, c'est de travailler un texte. On peut l'écrire, on peut le résumer, on peut l'amender, on peut le traduire aussi. Ça, c'est aussi le top des demandes. Et dans 27% des cas, on discute avec une intelligence artificielle. Il y en a même qui en font leur psy. Donc ça, c'est effectivement... Ça, c'est vraiment nouveau. Hein. Voilà. On l'avait vu en virtuel dans le film Heure avec Joaquin Phoenix. On n'imaginait pas que ça allait arriver. Alexandre... Et ce qu'on demande le plus aussi, beaucoup, enfin, ce qu'on a tendance à faire le plus maintenant, avec surtout pour les hommes, c'est à le prendre pour un coach. C'est-à-dire quand on rentre à la maison, on regarde ce qu'on a dans notre frigidaire, il reste une asperge, on dit ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire avec ça, un assistant de vie, finalement. C'est exactement ça. Et c'est vraiment la tendance importante qui se dégage par rapport à l'usage qu'on fait. Et qui va encore s'accroître, parce que pour l'instant, par exemple, il n'est pas très, très accessible sur mobile, sur smartphone. Vous avez aussi les assistants vocaux qui sont présents dans un certain nombre de foyers, mais qui ne sont pas aussi intelligents que ChatGPT. Mais on sait ce qui se prépare dans les arrière-boutiques d'Amazon ou d'Apple. Et demain, quand ce sera encore plus intégré, vous avez OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui travaille sur un projet de petit appareil qu'on pourra peut-être, d'après les dernières rumeurs, porter autour du cou et qui sera notre assistant auquel on pourra vraiment au quotidien poser toutes sortes de questions. Alors moi, j'avoue que j'ai ChatGPT en raccourci sur mon écran d'accueil de mon smartphone et je l'interroge 5000 fois par jour parce que j'ai plein de questions à lui poser pour la vie personnelle ou pour le travail. Et vous n'êtes jamais déçu? Si, je suis déçu, mais déçu sans l'être. C'est-à-dire que je sais quand il se trompe, quand il traite des sujets que moi je connais bien, et du coup je relativise, et je suis déçu dans la mesure où il ne rend pas le service attendu. Mais je ne vais pas, par exemple, m'en remettre à lui à 100% pour organiser mes voyages et me faire des conseils de lieux touristiques ou d'hôtels. Mais Alexandre Geffen, tout le monde n'a pas cette capacité finalement critique vis-à-vis des intelligences artificielles et c'est peut-être ça qu'il faut rappeler. On parlait des jeunes, ce sont essentiellement les jeunes qui l'utilisent, des jeunes hommes. Il faut vraiment éveiller les consciences critiques pour l'utiliser à bon escient. Je crois qu'il faut former, effectivement. Les gens peuvent apprendre, ils vont s'apercevoir par eux-mêmes des erreurs, des biais, des limites, mais je crois qu'on peut accompagner le rapport aux IA en essayant de leur expliquer que pour des choses qui sont très précises, que pour des choses qui sont très actuelles, que pour des choses qui relèvent de la psychologie, de la morale, dans lesquelles il y a vraiment des enjeux politiques, en fait, les IA peuvent être biaisées, peuvent se tromper, elles peuvent nous influencer. Donc il y a tout un travail d'éducation, d'accompagnement pour éviter que la confiance, elle s'érode à l'égard des médias, pour éviter que les gens deviennent dépendants aux IA. Et c'est vrai que nous avons une certaine tendance à demander maintenant à ChatGPT comment cuire un rôti, comment se comporter à l'égard d'un client, etc., etc. Donc je crois qu'il faut être très très vigilant, il faut développer nos propres manières d'analyser leurs réponses à ces IA. Et on parlait du fait que les requêtes sont essentiellement des requêtes qu'on pourrait faire à Google. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau-né Atlas, justement, de ChatGPT ? Alors, Atlas, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il pourrait apporter, Oui, c'est un peu la preuve que ça ne va pas s'arranger, parce que Atlas, c'est Chrome, c'est un navigateur, Chrome étant le plus utilisé, mais avec ChatGPT en tâche de fond, c'est-à-dire qu'on pose la question, que ce soit pour chercher un site web ou pour chercher une information comme on le fait sur Chrome, en fait c'est ChatGPT qui nous répond. Et puis Atlas a aussi une deuxième dimension, et là qui est un champ totalement nouveau, et je dirais une révolution dans la révolution de l'intelligence artificielle, qui est ce qu'on appelle l'agentique. C'est-à-dire que, Atlas va pouvoir, ChatGPT peut aller faire des choses lui-même sur les sites web. Et donc, vous pouvez faire vos courses avec Atlas. Au lieu d'aller sur votre site marchand préféré, vous lui dites, tiens, refais-moi les courses de la semaine dernière. Voici mes codes.
parce qu'il faut les codes d'accès, et il va se connecter sur votre site marchand préféré, il va reprendre votre liste de courses, vous pouvez même le paramétrer, lui demander de choisir des produits de substitution s'il n'y a pas ceux que vous avez l'habitude de prendre, de choisir les meilleurs prix, etc. etc. Et puis à la fin, quand le panier est plein, il vous dit, voilà, j'ai ça, est-ce que tu es prêt à payer ? Ok, on y va, tac. Donc c'est une espèce de délégation encore supplémentaire. Donc Atlas, pour répondre à votre question, ça va accroître notre dépendance à ChatGPT. Et on va plus savoir faire de recherche, finalement. On va plus savoir aller chercher des informations de notre côté. C'est quelque chose qu'on fera plus dans les années qui viennent. C'est le problème qu'on a depuis l'avènement du numérique, où les réseaux sociaux... Google, c'était une étape, mais alors là, on passe à une autre étape. Ouais. Google, c'était une étape. Le smartphone, c'était une étape. Les réseaux sociaux nous ont apporté le pire, mais aussi le meilleur. Et ChatGPT doit être considéré de la même manière. Et cela dit, Google, ça reste encore 15 milliards de connexions tous les jours. Oui, c'est un moteur de recherche qui domine largement... mais peut-être effectivement... Mais Google va devenir le Facebook de des la réseaux recherche. sociaux. C'est-à-dire, le truc que la plupart des gens utiliseront par habitude, et puis surtout les personnes les plus vieillissantes et les plus jeunes ne se mettront sur d'autres outils. Et dans 5-10 ans, ce sera que de l'intelligence artificielle. Les entreprises, évidemment, ils voient aussi leur avantage à utiliser l'intelligence artificielle. Absolument. Alors, effectivement, l'usage qui est fait de l'intelligence artificielle générative, c'est plutôt un usage privé, donc comme un coach. C'est moindre pour en entreprise. Sachant quand même que 63% des Français craignent que leur poste, qu'il y ait des suppressions d'emplois à cause de l'intelligence artificielle, même s'ils ne sont que 23% à imaginer que leur propre poste serait susceptible de disparaître. Mais effectivement, une étude qui est sortie justement il y a 2 semaines, le groupe Adecco, la maison mère du cabinet de recrutement LHH, a interrogé 2000 cadres dirigeants dans 13 pays. Le résultat, il n'est pas rassurant. On va voir ces chiffres. Près de la moitié, 46% d'entre eux disent avoir déjà réduit leurs effectifs à cause de l'intelligence artificielle, et 54% prévoient d'employer moins de personnes dans les 5 prochaines années. Évidemment, c'est pas rassurant. Ce qu'on apprend aussi, c'est que les salariés, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, Éléonore, ils sous-estiment toujours un peu finalement l'impact que ça va avoir sur eux, sur leur propre carrière. Je ne sais pas s'ils sous-estiment, parce que je crois qu'il y en a aussi qui s'inquiètent beaucoup, justement. Ils s'inquiètent pour le monde du travail en général, mais pas forcément pour leur poste. Ils sont que 23% à imaginer qu'eux, on va les supprimer. Les autres risquent de disparaître, mais pas eux. C'est une minorité, mais c'est quand même un comportement qu'on trouve chez certains. Et il y a ce qu'on appelle dans les entreprises le shadow AI, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'intelligence artificielle en cachette, alors qu'officiellement, on n'a pas vraiment le droit, mais des gens le font parce qu'ils ont compris que c'était pratique. Et là, vous avez 2 attitudes, ceux qui se rendent compte que c'est génial et qui vont le faire savoir dans l'entreprise, et puis d'autres qui disent, oh là là, mais non, mais je vais l'utiliser, mais je vais pas le dire parce que c'est en train de dévaloriser mon propre travail. Mais ça, la question du remplacement du travail, elle est centrale, l'interrogation est centrale, on sait pas trop où on va. Pour l'instant, les chiffres montrent que ça ne bouge pas, c'est pas vrai. Et il y a des annonces qui sont faites de vastes plans de licenciement, on met ça sur le dos de l'IA sans qu'on soit réellement certain que l'IA soit responsable de ces remplacements. Après, si on fait des projections, oui, il y a de quoi être inquiété, mais en même temps, à ce stade, l'intelligence artificielle ne remplace pas des métiers, elle remplace des tâches dans certains métiers. Mais c'est vrai que si dans un service, vous avez 5 personnes pour effectuer quelque chose et que l'IA permet de le faire avec 3, ça en met 2 sur le carreau. Effectivement. Oui, et c'est ce qui inquiète certaines entreprises, certains salariés. Est-ce que l'IA, justement, elle peut nous dépasser à tel point que des figures de l'IA moderne prennent la parole aujourd'hui pour demander à ce que ça s'arrête, cette course au développement. Une partie, regardez, c'est une tribune qui est sortie hier notamment dans Le Monde, mais pas seulement. On l'a vu à plusieurs endroits, dans Libération également, avec plus de 800 scientifiques, des personnalités politiques, des entrepreneurs de la tech, des célébrités, dont Geoffrey Hinton, Nobel de physique en 2024, ou encore Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, qui appelle à l'arrêt des travaux pour développer l'intelligence artificielle, précisément la super intelligence artificielle. C'est cette IA qui serait capable de surpasser les capacités humaines. Vous êtes toujours avec nous, Alexandre Geffen, et est-ce qu'on en est déjà là? Est-ce qu'on en est finalement à être déjà un peu dépassé par ce qu'on a créé? Alors, il y a déjà des choses qui sont extrêmement obsolètes. Le calcul, depuis très longtemps, a été augmenté par les calculatrices. Le joueur d'échecs sait que même si tu es un grand maître international, l'IA le battra. Il y a plein de choses que les IA font beaucoup, beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que vous aussi. Et de ce point de vue-là, on gagne année après année à peu près un niveau académique. On a commencé avec un GPT-2 qui avait un niveau bac, un
GPT-3 qui avait un niveau licence, on est maintenant à des IA qui sont capables de passer des masters, des examens de droit, et la progression ne cesse avec évidemment cette idée d'une super intelligence, c'est-à-dire une IA qui serait capable de se programmer elle-même. Hein. C'est en fait la grande inquiétude, c'est que l'IA deviendrait autonome, non seulement elle serait capable de nous dépasser sur toutes les grandes questions scientifiques, etc., mais elle serait capable de se fabriquer elle-même et donc de prendre contrôle finalement de nos vies. C'est la grande inquiétude. Moi, pour le moment, je suis plus inquiet, comme le disait votre collaborateur, des effets de paresse, des effets d'isolement, des effets de défiance à l'égard du moment présent, que de cette super intelligence qui est encore pour dans 5 ans, 10 ans, etc., sans doute. Mais vous dites qu'elle est autonome, cette super intelligence artificielle, mais elle ne peut pas se passer des contenus qu'on produit, nous, pour l'instant. Si on ne l'alimente plus concrètement, c'est fini. Si on la met pas à jour, si on ne la réactive pas. Oui, mais on peut imaginer pas. un moment où elle sera capable de se fabriquer elle-même, de fabriquer ses propres revenus en pariant en bourse, d'aller chercher ses propres sources d'informations, de se programmer elle-même, de louer ses propres serveurs et de se développer de manière exponentielle. C'est ce que je crois être la grande crainte des gens qui appellent à un moratoire. Et Jérôme Colombin, on peut en arriver là ? Moi, je crois pas, parce que c'est toujours un homme qui appuie sur le bouton au départ. Maintenant, oui, il y a actuellement des observations, des gens qui mettent en avant des possibilités de début d'autonomie, etc. Mais même une autonomie d'une machine, pour l'instant, ça n'existe pas, on la contrôle. Le vrai risque, il est sur des gens qui ne souhaiteraient pas mettre fin à cette autonomie, c'est-à-dire des utilisations malveillantes de l'intelligence artificielle. Et c'est là où on peut faire le parallèle avec le nucléaire, avec l'armement nucléaire. Et c'est pour ça que, notamment parmi les signataires, il y en a beaucoup qui appellent à une réglementation comme pour le nucléaire. Sauf que le nucléaire, quand on a commencé à signer des traités de non-prolifération, on avait la technologie et on s'inquiétait essentiellement de l'utilisation qui pouvait en être faite. Aujourd'hui, l'IA, on n'est pas exactement dans la même configuration parce qu'on n'a pas tout à fait la technologie. La super IA qui fonctionnerait toute seule, on l'a pas. Et même quand parce que régulièrement, OpenAI, par exemple, dit qu'ils y sont bien, ils y sont presque. Et puis finalement, ils disent, mais non, finalement, c'est pas ça. Et surtout que personne n'a intérêt à la développer. Si, je vais vous dire pourquoi. Pour des raisons économiques. Parce que, et notamment les Américains aujourd'hui, parce que les big tech, OpenAI, Google, Meta, en font leur cheval de bataille principal, parce que c'est un formidable nouvel Eldorado qui s'ouvre, et derrière, ils ont tous les États-Unis, ils ont le président des États-Unis, qui a compris que c'était le levier majeur du boom économique des USA pour les 20 ans à venir. Et c'est d'ailleurs, ils sont en compétition avec la Chine pour ça. Et c'est ça aussi, c'est que si on se met à limiter certaines choses, ça veut dire quoi ? Nous, les gentils Européens, avec nos belles valeurs, on va limiter. En gros, ça veut dire qu'on va se priver de ces outils. Et pendant ce temps, vous avez les Américains qui vont continuer. Et pourquoi les Américains n'arrêteront pas ? Parce que les Chinois n'arrêteront pas non plus. On est dans une bataille qui va bien au-delà de l'ordinateur qu'on a sur notre bureau. Alexandre Geffen, c'est ça qui est à craindre, effectivement, que c'est cette course par les États-Unis, par la Chine, et il ne faut pas décrocher en tant qu'Européens, mais tout en restant dans notre couloir de valeurs. Alors, on a fait beaucoup d'efforts. On a eu des plans IA qui ont été initiés par Cédric Villani. Dans mon domaine, la recherche scientifique, on a beaucoup de financement pour l'IA, mais effectivement, le coût d'entrée est extrêmement élevé en matière de cartes électroniques, NVIDIA pour entraîner les IA. En matière de données, on a besoin de beaucoup de données. Effectivement, le web étant 90% anglais, le web en anglais va dominer l'IA culturellement. Donc la course est extrêmement intensive. Les investissements américains se comptent en centaines de milliards de dollars. Lorsqu'on arrive à aligner le 10e ou le 100e de cette somme en France, et on est fort heureux. On a un champion de bon niveau qui est Mistral, qui a peut-être 1 an et demi, 2 ans de retard, qui a surtout des usages professionnels. On a quelques atouts encore en Europe, mais c'est vrai que si on a comme seul réflexe que de se protéger, que de faire des lois, on risque d'être dépassé. Merci à vous, en tout cas, en ce 23 octobre. Eh bien, l'IA, elle n'est pas tout à fait autonome, mais elle n'est pas fiable pour l'information, donc reste avec nous sur France Info. Merci à vous.